Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Nous sommes le dimanche 15 juin et voici les titres de ce dernier journal de la semaine. Le 64e festival de télévision de Monte-Carlo bat son plein au Grimaldi Forum. Nous recevrons la tête d'affiche de la série La Stagiaire, Michel Bernier. Loin des strass et des paillettes, nous nous rendrons au musée d'anthropologie préhistorique qui a concocté un programme spécial à l'occasion des journées européennes de l'archéologie aujourd'hui. Avant de s'offrir une bonne bouffée de rire, Gad Elmaleh était l'invité de la dernière soirée de la semaine Philo Monaco pour faire le pont entre l'humour et la philosophie, deux domaines qui peuvent se rencontrer, vous verrez. Mais d'abord, quelques mots de sport, à commencer par du tennis. Manuel Guinard et Romain Arneaudo ont de nouveau soulevé un trophée hier au Challenger de Pérouse en Italie. La paire franco-monégasque s'est imposée au super tie-break, 10 points à 5 en finale face à Robin Haas et Vasil Kirchhoff. Les deux complices empochent ainsi 125 points. De son côté, Charles Leclerc s'apprête à s'élancer sur le circuit Gilles Villeneuve pour la 10e étape du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix du Canada. Le pilote monégasque est 8e sur la grille de départ. Et puis du rugby, c'est un carton plein pour les deux équipes de la Principauté. Les Monaco Impies, l'équipe masculine, et les Monaco Umoussa, l'équipe féminine, ont toutes deux remporté le Chaser 7, tournoi de Darlington dans le nord de l'Angleterre. Les Monaco Moussa n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire en terminant première de leur poule après avoir corrigé les Lioness 50-0. Chez les hommes, le parcours était un peu plus compliqué, mais ils ont réussi à se hisser jusqu'en finale où ils ont retrouvé les Shoguns et se sont imposés 22-5. Nous reviendrons plus longuement sur cette aventure dans le journal de demain. Depuis vendredi, les stars du petit écran défilent sur le tapis bleu. Le festival de télévision de Monte-Carlo mettait à l'honneur ce week-end les fictions France Télévisions et célébrait les 15 ans de Scène de ménage. Les fans étaient bien sûr au rendez-vous pour échanger en toute décontraction avec les acteurs qu'ils suivent parfois quotidiennement. Léa Dutrouille, Sarah Vulmain et Thomas Deus sont allés à leur rencontre. De retour au Festival de télévision de Monte-Carlo pour cette fois-ci assister à des conférences et des échanges entre public et comédiens. D'un côté, Scène de ménage, la quotidienne incontournable d'M6, et de l'autre, les feuilletons de France Télévisions comme La Stagiaire, Astrid et Raphaël, L'Art du crime et Alexandra Helm. Les comédiens principaux ont répondu pendant 1 heure aux questions du public sur leur métier et les coulisses du tournage. Moi, je ne rentre pas dans la peau de mes personnages, les personnages rentrent chez moi. Donc ils partent forcément de moi. Ça a été en tout cas un vrai challenge, et sur le pilote qui a duré 21 jours de tournage, je n'ai adressé la parole à personne sur le plateau. J'étais dans un coin extrêmement concentrée parce que j'avais si peur d'en mettre une à côté et de blesser quelqu'un ou d'être ridicule. Un moment donc de plaisir pour ces passionnés de séries françaises. L'ambiance était conviviale dans cette salle du Grimaldi Forum. Proximité et taquinerie étaient au rendez-vous. Je dirais à Constance, mais comment t'as fait pour garder un mec plus de 25 ans ? Ne vous méprenez pas, ces fans connaissent tout de leurs acteurs préférés, leur carrière, leurs personnages, ainsi que chaque épisode de leur série fétiche. Je suis contente de les voir en vrai, en fait. Comme je connais leurs personnages, pour la plupart, je suis leur carrière. Donc voilà. Donc quand ils sont dans d'autres séries, les unes avec les autres, ou alors au cinéma, je les regarde, voilà. Et dans l'entrée principale, la série Scène de ménage célébrait ses 15 ans d'existence et de succès. Pour l'occasion, 4 comédiens du casting ont également répondu présents. Frédéric Bourali, Amélie Etas, Magid Berilla et Élodie Pou, venus à la rencontre d'un public toujours aussi fidèle. Parmi les échanges, des confidences ou des conseils pour réussir dans le métier, le lien entre les fans et les comédiens est resté intact après plus de 5000 épisodes à l'antenne. Et c'est hyper émouvant, je suis rentrée, alors ça fait que 10 ans déjà, 10 ans qu'on est là avec Grégoire, et je me rappelle que quand je suis rentrée dans cette série, je me disais oh, mais c'est un tel succès, allez, ça va durer quelques années, mais il ne faut pas que je m'y accroche, ça ne peut pas durer éternellement. Bah, ça fait déjà 15 ans et c'est surtout tous les jours de plus en plus drôle, de plus en plus sympa. Vraiment, c'est le plus beau projet de ma vie. Et pour marquer cet anniversaire pas comme les autres, un gâteau XXL a été préparé spécialement pour l'événement, l'occasion de rappeler le succès fou de ces séries françaises. Cette actrice que nous venons d'apercevoir dans le reportage tient le rôle principal dans la série à succès La Stagiaire, diffusée depuis 10 ans maintenant sur France 3. Michel Bernier est avec nous, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes ici au Festival de télévision de Monte-Carlo pour La Stagiaire, série diffusée sur France 3 et dont vous tenez le premier rôle, celui de Constance Meyer. On peut dire que c'est une stagiaire pas comme les autres? Oui, complètement. C'est une stagiaire. En fait, le vrai mot, c'est auditrice judiciaire. Et en fait, elle a décidé de changer de vie il y a 10 ans maintenant. Et pour s'occuper de la justice, et comme elle avait été condamnée, elle, dans une vie antérieure, elle a décidé qu'il n'y aurait plus d'innocents en prison. Donc elle travaille pour une justice, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais une justice juste. Voilà. Et c'est un rôle que vous interprétez depuis 2015, 10 ans, alors qu'à l'origine, je crois que vous ne vouliez pas forcément qu'un personnage vous colle à la peau. Qu'est-ce qui a fait la différence ici ? Eh bien, je pense que c'est arrivé à un moment où je venais de faire une série, enfin, un genre de série qui s'appelait La Smala. Et j'aimais bien l'idée d'un personnage comme ça récurrent. Et quand la stagiaire est arrivée, j'avais l'impression que ma carrière étant déjà bien amorcée, je pouvais devenir un personnage de série. Mais c'est vrai aussi que quand on m'a proposé ce rôle, au départ, c'était, comme on dit dans notre jargon, un unitaire. Donc c'était pour une fois. Et là, ça a tellement marché que on m'a proposé d'en faire une série et que je me suis dit, ah oui, je me sens à l'aise dans ce rôle. Et puis c'est vrai que c'est un personnage un peu atypique et en même temps, le nom de la série, c'est pas un nom de famille. Moi, c'est ce qui me faisait peur. C'est de me retrouver à m'appeler dans la rue et dans la vie comme le nom de mon personnage. Et cette série, vous l'avez dit, a su rapidement trouver son public. Qu'est-ce qui a fait, d'après vous, la recette gagnante de cette fiction ? Je crois que c'est à la fois une modernité, puisque c'est une femme qui décide de changer de vie. Donc aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus de gens arrivés à la cinquantaine se posent des questions, se disent après tout pourquoi je ne risquerais pas de faire quelque chose d'autre, ou en tout cas enfin peut-être quelque chose qui me plaît. Et puis le fait qu'on soit aussi une famille avec nos enfants, c'est un couple qui traverse les aléas de la vie unis. Et puis en même temps, ce personnage de Constance Meyer, comme elle n'a pas d'ambition, entre guillemets, judiciaire, elle se permet un peu ce qu'elle veut. Elle peut être un peu bord-cadre. Et puis si on lui dit « vous êtes allée trop loin, madame, au revoir », c'est moins grave que pour un vrai juge, on va dire. Quels sont les retours du public ? Vous avez d'ailleurs peut-être pu rencontrer quelques fans déjà ici à Monaco ? Oui. Vous savez, le public, il nous suit. Donc, ça fait 10 ans maintenant. On est en train de tourner la 11e saison. Ça veut dire qu'ils nous aiment, quoi. Ils aiment cette famille. Ils aiment, je crois qu'ils aiment aussi le fait que ce ne soit pas policier, mais judiciaire. Et donc, c'est un autre travail, celui du juge d'instruction, que celui d'un policier qui mène un autre genre d'enquête. On n'est pas on n'a pas, nous, de médecins légistes, de choses comme ça. On reste beaucoup dans la réflexion, dans la psychologie. Et je pense que toute la famille peut regarder. Il peut s'identifier. Ce succès, comme celui d'autres séries télévisées représentées notamment au festival, est-ce que c'est la preuve que la télévision a encore de belles années devant elle ? Ah oui, moi je pense que... Et puis la fiction française est très de qualité. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, beaucoup de gens talentueux. On découvre des comédiens, ça travaille beaucoup. On voit les succès entre HPI et d'autres. On voit bien quand même que la télé prend des risques, qu'il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment intéressantes et que ça devient plus un parent pauvre, mais un parent riche. Parce que même beaucoup de gens de cinéma maintenant aiment bien venir faire un peu de télévision. Un mot sur votre actualité. On vous a retrouvé récemment sur les planches. Quels sont vos projets sur le feu en ce moment ? Alors pour l'instant, je vous dis, je tourne la saison 11 de La Stagiaire à Marseille. Et puis ensuite, je vais tourner dans une fiction pour TF1 qui s'appelle Le mystère de la chambre jaune. Et puis après, je pars en tournée avec la pièce que j'ai jouée à Paris qui s'appelle Lily et Lily, avec Francis Perrin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Michel Bernier de nous avoir accordé un moment en marge de votre venue au Festival de télévision de Monte-Carlo.
Merci. Merci beaucoup. Il manie la langue française avec brio. À la Maison de France de Monaco, 6 jeunes talents ont été récompensés pour leur travail. Le prix de la francophonie de l'Ordre national du mérite leur a été remis des mains de l'ambassadeur de France à Monaco, Jean Dossonville. Les détails avec Sarah Vuillemin et Gaël Tanguy. Vendredi soir, la Maison de France à Monaco célébrait la jeunesse francophone à l'occasion de la remise du prix de la francophonie de l'Ordre national du mérite. Une cérémonie solennelle en présence de monsieur l'ambassadeur de France, portée d'espoir. Derrière cet événement, une volonté forte, mettre en lumière celles et ceux qui, dès le plus jeune âge, font vivre la langue française avec passion. L'organisatrice de cette remise de prix avait à cœur de récompenser ses enfants. Nous avons une mission de transmission, pas seulement des valeurs, mais la culture et la langue française fait partie de ces valeurs, bien entendu. L'éducation est un sujet qui m'a toujours beaucoup préoccupée et chaque fois que j'ai pu, j'ai essayé de faire de mon mieux pour mettre en valeur les élèves. Et je dois dire que je n'en ai jamais été déçue. Parmi les lauréats, 6 enfants récompensés pour leur engagement et leur amour de la langue française. Du collège au lycée, c'est un travail sur plusieurs années qui était récompensé ce soir-là. J'étais très surprise, très honorée et très heureuse de venir ici parce que c'est inattendu, c'est pas un prix forcément qu'on attend. Ce prix est l'œuvre de travail donc, de plusieurs années. Au fur et à mesure des occasions qui sont présentées. On est honoré également de recevoir un prix par rapport à ce travail-là qui a été fourni quand même. Pour moi, ça représente, on va dire, une reconnaissance de tout mon parcours que j'ai pu faire à Monaco en étant italienne. Et on va dire, ça souligne cette double culture que j'ai pu adopter. Donc c'est vraiment essentiel pour moi, surtout que je vais continuer mes études en France. Et voilà, ça m'a permis de me motiver encore plus pour poursuivre ce chemin. L'avenir de ces jeunes est désormais en route. Les lycéennes quitteront leur établissement de direction la France pour de longues études en droit et en sciences. En tout cas, les médaillés nous montrent que l'avenir de la francophonie dans la principauté semble assuré. Nous vous proposons à présent une immersion à l'époque de la préhistoire. À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco invitait les visiteurs aujourd'hui à vivre une expérience unique. Le récit d'Émilie Flamin sur les images de Lionel Bernardi. Entrée gratuite et libre, visite guidée, activités. L'objectif de la journée de l'archéologie, c'est rendre accessible un sujet complexe à tous. C'est important de s'inscrire aussi dans cette démarche pour faire découvrir l'archéologie au plus grand nombre. Voilà, le but, c'est de sensibiliser un petit peu tout le monde au patrimoine archéologique et tout ça dans un esprit assez familial pour que les enfants s'amusent, apprennent. Donc on leur fait faire de la poterie, on leur fait faire de la parure et en même temps on leur apprend comment on fouille, comment l'archéologue fouille, comment on met en place nos expositions, tout ça. On espère aussi, pourquoi pas, éveiller chez les enfants une sensibilité à l'archéologie, leur transmettre l'importance de la conservation et de la préservation du patrimoine. Après avoir pu toucher des insectes, Sienna et sa fille de 5 ans ont pu découvrir le musée lors d'une visite guidée. Déjà l'organisation d'ateliers pour ma petite. Donc, ce matin, elle a fait de la poterie, un atelier de perles et, avec des petits coquillages et ensuite fouille dans les sédiments. Donc elle a trouvé des petits ossements, des petits coquillages et la visite guidée. Et surtout voir un mammouth. C'était chouette. Prochain événement lors de la fête de la musique pour une soirée festive, familiale et pleine de découvertes. Rendez-vous donc le 21 juin. C'était l'un des temps forts de la 6e rencontre des sites historiques Grimaldi qui avait lieu ce week-end sur la place du Palais Princier. Sur la façade de l'édifice emblématique était projeté un magnifique spectacle son et lumière hier soir. Le public venu en nombre a pu découvrir les liens ancestraux entre les communes invitées et Monaco dans une mise en scène féerique. La philosophie a gagné la principauté cette semaine. Clap de fin ce soir de Philo Monaco 2025. Hier, le rire de la vérité était le thème de la rencontre au théâtre Princesse Grace. Pour en débattre, le journaliste Mouloud Achour, la philosophe Olivia Gazalet et la pointure de l'humour Gad Elmaleh. Reportage d'Émilie Flamin, Alexa Vial, Arnaud Humbert et Clélia Renaud. Est-ce que les philosophes, c'est des gens qui se prennent au sérieux ou pas ? Oui. Oui. Oui, de toute évidence. Moi, par exemple, elle a dit humus, j'ai pensé à des pois chiches, j'ai pensé à autre chose. Des rires, il y en a eu pour cette dernière soirée des rencontres philosophiques. Humour, humus, j'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai vu un souk, j'ai vu de la pita, j'ai vu des gars
mettre des falafels dedans. Chichtaouk, c'est bien aussi. Mais est-ce que le rire est lié à la vérité? C'était tout l'enjeu de ce débat. C'est deux concepts qui sont vraiment profondément liés, au sens où le rire peut permettre de dévoiler une vérité cachée. D'ailleurs, c'est le rôle des satiristes ou c'est le rôle des caricaturistes, c'est d'aller montrer ce qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu, mais en observant de plus près, en mettant une loupe grossissante, un microscope, on arrive à finalement déterrer des vérités, donc dire le vrai. Et le rire est là aussi pour contester la prétention à la vérité. C'est-à-dire les gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité et souvent en général quand on croit qu'on détient la vérité, on est plutôt dans la croyance, dans l'illusion que dans la vraie quête de la vérité. Et donc en ce sens, le rire et la philosophie ont quelque chose en commun, puisque justement ils sont une quête de la vérité, et c'est deux manières de questionner les présupposés, de questionner les évidences, de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport aux choses. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et qui de mieux pour débattre qu'un professionnel de l'humour? Ce que je pratique de manière un peu naturelle, de manière organique, moi c'est mon ADN, c'est mon esprit, c'est mon langage, l'humour. Ce soir, j'avais l'impression que j'attendais même une ordonnance à la fin. Tu feras telle blague, machin. C'est tellement beau d'avoir ce partage avec les gens. Il y a même des gens qui s'arrêtaient, qui faisaient leurs courses et qui écoutaient parler du devoir de vérité et de Kant. Je dis mais c'est gonflé, c'est magnifique. Et ce que devient Philo Monaco, bravo, 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 bravo. Je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire, ce soir, c'est à créer un pont. Parce que même si on parle de la même thématique, on ne vient pas des mêmes univers. Un humoriste, une philosophe, c'est vraiment... à part le fait que oui, il questionne le monde, mais on ne vit pas le rire de la même manière, l'humour de la même manière. Et c'était là aussi tout l'enjeu de cette rencontre. Rassembler l'humour et la philosophie, qui sont au final étroitement liés. Les humoristes, je pense, pas tous, mais beaucoup, se posent énormément de questions sur le monde dans lequel ils vivent. Je pense qu'on est plus des sociologues que des philosophes. Et aujourd'hui, ce soir, plus que jamais, j'ai pu, pas démontrer, mais me prouver même à moi-même que en fait, faire rire, c'est avant tout proposer une réflexion, c'est partager une émotion, c'est se raconter. Une rencontre qui se finit donc avec des éclats de rire, un bon moyen de conclure cette semaine de partage autour de la philosophie. À tout moment, elle peut même changer de thème. Hein. Ouais, attends, on va faire un thème. Mais justement, je voudrais amener un thème nouveau. Monaco et les océans. Alors... Elles sont toutes petites et pourtant si importantes pour la biodiversité. Les abeilles étaient au cœur des Happy Days organisés par la direction de l'aménagement urbain au jardin UNESCO sur les terrasses de Fontvieille vendredi et hier samedi. Les professionnels ont informé le public et notamment les élèves de la principauté sur la protection de cet insecte dont la population diminue drastiquement au fil des ans. Marie Bonnet-Blanc et Julien Philippot. Confectionner sa bougie en cire de miel, chercher où est la reine, assister à une démonstration d'extraction de miel. Petits et grands se sont promenés d'atelier en atelier. On a récolté du miel. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend ici sur les abeilles? Comment elles retirent le miel. Un moment en famille où l'on s'amuse et où l'on se crée des souvenirs, tout en rappelant le rôle essentiel des abeilles. Et on est venu volontiers pour la deuxième année pour découvrir les abeilles, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et elles font un sacré boulot quand même. Tout au long de l'année, la principauté héberge un rucher afin de préserver cette espèce. Une fois par semaine, les apiculteurs viennent voir leurs petites protégées. Aujourd'hui, parce que sans elles, on va dire 80% des insectes pollinisateurs, c'est ce qui vont polliniser les fleurs et faire des fruits, l'alimentation pour nous nourrir. Sans elles, il y aurait un gros déficit alimentaire et il y aurait de la perte dans la chaîne animale, être humain, voilà. Les abeilles, elles ont leur rôle, donc il n'y a pas que les abeilles domestiques comme là sur le rucher, on appelle ça des abeilles domestiques parce que c'est l'être humain qui les gère dans des ruches, mais il y a tout le monde des abeilles solitaires, donc, qui vivent toutes seules dans la nature. Donc ce qu'on peut faire chez nous, c'est mettre des petits hôtels à abeilles, à des petits bambous, des petits orifices, on les met dans un coin d'un jardin et les abeilles solitaires vont venir le coloniser toutes seules. C'est grâce aux fleurs et à leur nectar que les abeilles produisent leur miel et celui de Monaco, il est unique pour une seule raison. Monaco est peuplé d'habitants qui viennent du monde entier. Donc chacun a amené un peu de ses racines, donc il y a une végétation qui est complètement énorme et particulière, on dirait. Et donc les abeilles vont butiner sur ces fleurs et donc ramènent du nectar du monde entier. Nous avons besoin des abeilles dans notre écosystème et la biodiversité reste très importante pour la principauté.
Les passionnés de littérature avaient rendez-vous à la bibliothèque irlandaise Princess Grace vendredi à l'occasion du Bloomsday. Il s'agit d'une célébration annuelle de la vie et de l'œuvre de l'écrivain irlandais James Joyce et en particulier de son roman Ulysse. L'hommage de Monaco a été marqué par une promenade animée dans les rues de Monaco-Ville comprenant des pauses lecture. Comme vous pouvez le voir, les participants étaient encouragés à porter un chapeau pour coller parfaitement à la tradition. Notre deuxième invité a grandi à Monaco avant de poursuivre ses études supérieures à Paris. Tigran Seydou est aujourd'hui à la tête d'une chaîne de restaurants qui ne cesse de grandir. Le Giacomo sur la plage du Larvotto en fait partie. Pour évoquer la success story de son groupe Big Mama, l'entrepreneur est interrogé par Patricia Navarro en marge d'une conférence de la Méditerranée Foundation à laquelle il a participé. Bonsoir Tigran Seydou. Bonsoir Patricia. Il est magnifique cet intitulé de conférence, la contagion du bonheur. Entreprendre, ce n'est pas toujours facile, mais pour vous, ce n'a été que du bonheur? Oula, non, pas que du bonheur, mais en tout cas, c'est l'une des missions principales, je pense, de notre métier et de Big Mama, c'est de pouvoir essayer de partager ce bonheur à nos clients. Et c'est ça que je vais essayer de raconter ce soir à la conférence. C'est comment, à travers notre staff, notre ambiance, notre identité, notre ADN, notre âme qu'on a voulu mettre dans chaque resto, on peut partager voilà, un petit moment de bonheur dans le quotidien des gens. Elle vous a surpris, cette success story Big Mama, tant elle s'est développée rapidement, il faut bien le dire. Ouais, on vient de fêter nos 10 ans, donc c'est à la fois une longue aventure humaine, mais qui est passée très très vite. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on était 2, aujourd'hui on est quasiment 3000. On sert plus de 15 000 clients par jour, on a 30 restos dans 7 pays, on fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça a été vraiment une aventure extraordinaire, avec des hauts, des bas, mais en tout cas, voilà, on est dans une boîte de passionnés c'est un métier qui nous prend aux tripes, au sang, et on a envie de refaire 10 ans devant nous comme celle qu'on a fait dans le passé. Et c'est ce que l'on vous souhaite, quel beau et impressionnant parcours. Et pour la petite histoire, je crois que l'on vous a plutôt dissuadé au départ de vous lancer dans ce domaine, hein. On vous attendait plutôt dans d'autres voies. Ouais, alors c'est vrai que c'est aussi un message que j'aimerais véhiculer ce soir et voilà, à l'audience et aux jeunes qui nous entendent. On a vraiment la capacité de pouvoir choisir le destin qui nous attend. Moi, c'était pas forcément la restauration au départ. J'ai fait des études qui n'étaient pas des études d'hospitality. J'ai commencé à travailler dans un milieu plus corporate, dans un milieu plus financier. Puis, par mon expérience personnelle, par plein d'envies, plein de choses, j'ai voulu en fait me diriger vers ce qui me donnait du sens, là où j'avais vraiment envie de m'éclater, de justement d'avoir mon propre bonheur personnel. On revient toujours à cette notion de contagion du bonheur, et pour moi c'était la restauration. Et je ne regrette pas parce qu'on vit voilà, une aventure extraordinaire. Et je le souhaite voilà, à tous les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent de pouvoir vraiment réconcilier l'ambition qu'ils ont envie de faire dans leur vie au destin qui les attend. La contagion du bonheur par l'ambiance, notamment, vous nous l'avez dit. Mais aujourd'hui, les clés du succès, vous estimez qu'elles reposent sur quels facteurs? Les décorations à thème, toutes différentes, les cartes, les produits, l'Italie, ou c'est un peu tout cela aussi? Je pense que c'est une approche assez globale. Je dirais que la mission initiale de Big Mama, qui est toujours d'ailleurs la mission aujourd'hui, 10 ans après, c'était de dire, c'est une mission assez simple, qui était de dire si on fait bon, pas cher, servi avec le sourire dans un bel endroit, en fait, ça sera déjà énorme. Et on va mettre un focus très très fort sur la qualité d'exécution d'opération, puisque c'est ça en fait la nature de notre métier de restaurateur. Et on a poussé, en fait, on a tiré le fil de toutes ces choses-là. Donc il y a une première dimension à travers les produits, effectivement, qui est très forte. On a, dès le début, voulu en fait apporter dans la restauration populaire ce qu'on trouvait, la qualité qu'on trouvait dans la haute gastronomie, le sourcing en direct des petits producteurs. Puis il y a une seconde dimension qui a été très forte, c'est la dimension de la culture d'entreprise, du staff. On veut faire des lieux qui ont une âme et on est convaincu que c'est finalement ceux qui animent les restaurants qui vont véhiculer cette âme. Et la troisième dimension de ce triptyque, c'est l'atmosphère, c'est une expérience très immersive, très expérientielle à travers le design, l'ambiance des restaurants qui sont grands, très immersifs et qui sont tous différents. Et c'est vrai que ça, c'est une conviction qu'on a eue depuis le départ chez Big Mama, qui était de dire le jour où on pense qu'on a une recette clé du succès, le jour où on pense que Big Mama ça marche, en fait on est mort.
Et donc ça a toujours été d'avoir une approche très d'entrepreneur. Quand vous dites, voilà, quelle recette, quel succès magnifique. Quand on ouvre le 30e restaurant, on est en train là cette semaine d'ouvrir le 30e restaurant du groupe à Manchester. Je peux vous dire que j'ai la boule au ventre de la même manière que quand j'ai ouvert le premier restaurant il y a 10 ans, parce qu'on innove, parce qu'on prend des risques, parce qu'on fait des choses différentes. Et c'est ça aussi qui rend cette aventure aussi excitante. Aujourd'hui, comment Exactement. entrevoyez-vous l'avenir? Quelles ambitions et quelles perspectives vous animent, Tigran Seydou? Vous nous avez parlé de Manchester, je crois qu'il y aura une ouverture imminente à Londres aussi, à Canary Wharf, c'est ça? Mais au-delà même? Ouais. Donc juin, là, c'est assez chargé puisqu'on a 2 grosses ouvertures de resto, une à Manchester et une à Londres. Le UK devient le premier pays pour le groupe après cette année, là, devant la France. Et l'ambition, c'est de continuer à développer l'Europe. Alors, on a à la fois une grande ambition toujours européenne, c'est probablement de doubler nos restaurants en Europe dans une dizaine de pays différents, mais surtout 2025 est une année extrêmement importante pour nous puisqu'on ouvre 2 nouveaux continents. On ouvre un premier restaurant à Dubaï en fin d'année, dans le quartier DFC au sein du Ritz, et avec un très 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 beau projet qu'on a construit maintenant depuis 2 ans. Et les États-Unis, qui est un peu l'Eldorado américain, qu'on prend avec la plus grande humilité du monde puisqu'on sait que c'est très difficile d'y aller, mais ça fait maintenant 2 ans qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et je vais d'ailleurs aller y habiter quelques années pour pouvoir essayer de lancer l'aventure Big Mama là-bas. Et effectivement, les États-Unis, c'est un marché colossal. Il y a énormément de choses à construire, à faire là-bas. Donc ça nous projette encore pour des très belles années devant nous. C'est le next step de la contagion du bonheur. Merci Tigran Seydou d'avoir été notre invité à l'occasion de votre passage à Monaco pour donner cette conférence à l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation. Merci. Merci à vous. Amitié sans frontières Monaco a fêté les 30 ans du tournoi de tennis, le trophée René Novella. La rencontre était organisée sur 3 jours jusqu'à aujourd'hui au Monte Carlo Country Club. Au programme, un tournoi de tennis bien sûr destiné aux passionnés de la petite balle jaune, ainsi qu'un éventail d'activités pensées pour les amoureux de l'art et de la culture. La soirée d'hier a été rythmée par un cocktail sur la terrasse du restaurant Le Clubhouse, suivi d'un dîner de gala. Plus que quelques jours pour découvrir l'exposition de peinture, sculpture et voix lyrique présentée par le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Le rendez-vous est donné au 10 quai Antoine Ier pour découvrir pierres précieuses et coraux jusqu'au 18 juin. C'est mercredi prochain. On vous accueille de 16h à 19h. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo estivale de Marie Bonnet-Blanc, suivie de votre 19h dimanche. Ne manquez pas demain la sortie d'un nouveau podcast, Monaco Info. Résidente en principauté, l'entrepreneuse et créatrice de contenu aux centaines de milliers d'abonnés, Emma Houlmière a partagé son quotidien au micro de Geneviève Berthy. Belle soirée à tous et bonne semaine. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le ciel sera dégagé et le soleil brillera avec des températures qui iront jusqu'à 26 degrés dès le matin. Et puis dans l'après-midi, il fera 27 degrés et en ce 16 juin, ce sera l'occasion de penser aux Régis car ce sera leur fête. Et puis c'est également une journée dédiée à l'agriculture et aux agriculteurs qui essaient d'être respectueux de l'environnement un maximum possible. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.